suis Téluel Gallo, assistante sociale à l'ADDE depuis 2017 et je coordonne avec ma collègue Aude qui est juste devant ici le projet AVEVI qui veut dire accompagnement des victimes étrangères de violences intrafamiliales. Ben, ne disposant pas de beaucoup de temps, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet sans trop traîner. Donc, vous verrez dans mon slide qu'il y aura des définitions sur lesquelles je ne vais pas trop m'attarder. Pour commencer, le projet AVEVI, donc l'objectif du projet AVEVI, donc projet AVEVI qui a été mis en place, comme je disais, depuis 2018, mais il faut savoir qu'avant la mise en place du projet AVEVI, dans le cadre de nos permanences, parce qu'il faut savoir que à l'ADDE, on a des permanences sociales ainsi que des permanences juridiques qui sont ouvertes à tous. Et dans ce cadre-là, on recevait déjà des demandes de victimes de violences intrafamiliales arrivées dans le cadre du regroupement familial. Alors, lors de ces permanences, il y a énormément de demandes. On essayait tant bien que mal de leur accorder un temps plus large, mais on a pensé à mettre en place un accompagnement plus spécifique, étant donné leur vulnérabilité, même si on est d'accord que tous ceux qui se présentent chez nous sont vulnérables, d'où la mise en place du projet AVEVI en 2018. Alors, le projet AVEVI a pour objectif d'offrir un accompagnement holistique. Au sein de l'ADDE, on a un service social, un service séjour qui traite des questions de regroupement familial, régularisation, asile. Et on a également, on est l'un des seuls services d'ailleurs sur Bruxelles en Belgique, je dirais, qui dispose d'un service DIP et nationalité gratuit. Le but, c'est de pouvoir offrir aux victimes un accompagnement pluridisciplinaire, éviter que les victimes soient ballottées de gauche à droite. Donc, l'accompagnement qu'on propose dans le projet AVEVI, donc quand on a une victime de violence intrafamiliale, s'il y a une question de droit familial qui se pose, il y a ce service DIP nationalité qui peut prendre en charge cette thématique. Donc, les permanences, c'est tous les jeudis matin de 9h à 13h, à midi, pardon, ainsi que tous les vendredis après-midi de 13h à 17h. Maintenant, il faut savoir qu'on a une flexibilité, étant donné que parfois c'est très difficile pour les victimes de se déplacer et de venir pendant nos heures de permanence. Si jamais vous accompagnez une victime de violence et que la personne ne peut pas se présenter lors de nos permanences, vous pouvez toujours nous contacter avec ma collègue. On peut toujours s'arranger pour fixer un rendez-vous et parfois, exceptionnellement, on peut se déplacer en dehors de nos bureaux pour rencontrer la personne. Alors, en plus de nos permanences socio-juridiques spécialisées, on donne également avec Aude des formations à des professionnels qui accompagnent des victimes de violences. Donc, l'ambassade qui parlait tantôt de plus d'informations. Donc, voilà, que ce soit les ambassades, les associations. Si vous êtes intéressé par une formation sur les victimes, sur les violences intrafamiliales ainsi que le regroupement familial et que ça en découle sur les violences intrafamiliales, vous pouvez toujours nous contacter. Il faut savoir que c'est une formation, il faudrait être minimum 10 à 15 personnes pour qu'on puisse donner cette formation. Mais sachez qu'en plus de nos permanences socio-juridiques, nous donnons également des formations à des travailleurs sociaux. Voilà, ici, je vous ai mis, on a beaucoup parlé de violences intrafamiliales aujourd'hui. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails des définitions. Je vous ai quand même mis, Christine nous a parlé de la Convention d'Istanbul et dont la Belgique est signataire et qui parle du fait qu'on devrait disposer de plus de place pour les victimes de violences et faire en sorte qu'elles puissent pouvoir avoir un séjour autonome, quel que soit, qui ne soit pas lié au séjour du conjoint. Alors, je vais vous parler de l'accompagnement que nous proposons au sein de AVEVI. Je vous ai également mis ici les formes, donc sans trop rentrer dans les détails, il faut savoir, voilà, il y a les violences verbales, vous n'êtes pas sans savoir les différentes formes de violence dont peuvent être victimes les personnes qui nous rencontrent. Juste un petit mot,
ce que nous, on a rencontré dans notre pratique, c'est que la majorité des personnes qui se présentent chez nous sont victimes de violences psychologiques. Donc, l'auteur ne met pas en place tout de suite une forme de violence physique, ben, parce que ça se voit, les violences physiques, et c'est une emprise qui se met en place au fur et à mesure. Et malheureusement, on se rend compte que c'est justement la majorité des cas de violence, et c'est la violence, la forme de violence la plus compliquée à démontrer quand il s'agit de faire une demande de maintien de séjour dont je vous parlerai tantôt. Donc, je vous ai également mis le cycle de violence. Donc, il y a 4 phases qui sont donc la phase de climat de tension où la victime sent qu'il va y avoir une explosion, mais ne sait pas à quel moment. Il y a la phase de crise, donc l'explosion. La justification, c'est souvent je t'ai frappé ou parce que j'ai trop bu, parce que tu m'as poussé à bout, parce que je suis fatiguée. Il y a également la phase de réconciliation, donc de lune de miel, et c'est un cercle vicieux dans lequel souvent les victimes ont du mal à sortir. Donc, les victimes, quand elles arrivent chez nous, on voit également, il faut qu'on arrive à savoir dans quelle phase elles sont, parce que ça dépend. Si elles sont dans la phase de lune de miel, elles ont tendance à se culpabiliser, à se dire, ben voilà, donc monsieur, il m'a frappé, mais c'est de ma faute, tout va bien maintenant. J'aimerais juste prendre des informations, mais je ne compte pas porter de plainte, mais bon, ça, je vous expliquerai tantôt. Comment on accompagne les victimes de violences intrafamiliales? Lorsqu'elles se présentent chez nous, elles arrivent souvent par le bouche à oreille. Donc, c'est très rare que la victime se présente elle-même parce qu'elle se considère comme victime de violence. C'est soit une amie qui lui a parlé de nos services, soit elles se sont présentées à l'une de nos autres permanences et on essaie de les rediriger vers le service AVEVI, soit elles sont envoyées par des services sociaux, des médecins. La spécificité que le service AVEVIA, donc on parle souvent des femmes, mais il faut savoir qu'on accompagne également les hommes victimes de violences intraconjugales et des enfants victimes de violences intrafamiliales. Donc, on a très peu, la majorité des dossiers qu'on a, ce sont des femmes victimes de violences, mais sachez également qu'on accompagne aussi des hommes victimes de violences conjugales et qu'on a pas mal de dossiers de victimes d'hommes victimes de violences. Et on a aussi, bonne nouvelle, face à ce public, des maintiens de séjour sur base de victimes de violences intrafamiliales, conjugales, pardon. Alors, soit on fait une demande de maintien de séjour, c'est-à-dire que la personne est en Belgique, elle a un titre de séjour. Donc, Christine vous parlait tantôt des clauses de protection et de ceux qui ne rentrent pas dans cette clause de protection. Donc, on parlait de la victime qui est encore sous carte orange, la victime qui vient à peine d'arriver ou qui vient d'introduire sa demande de regroupement familial qui est sous annexe, n'est pas malheureusement, ne rentre pas dans cette clause de protection. Donc, c'est soit la personne elle a une carte A ou une carte F, et là, on se pose la question du maintien de séjour. Donc, carte F, donc, vous savez tous que dans le cas de regroupement familial, il y a 5 ans. Donc, rien que la base de cette loi crée une tension, une dépendance avec le conjoint ou la conjointe, parce que 5 ans, c'est énorme. Moi, je me souviens en 2017, quand je suis arrivée à la DDE, on était à 3 ans. On est passé de 3 ans à 3 ans. Déjà, je trouvais que c'était long. Mais en 5 ans, il peut se passer énormément de choses. Donc, il y a cette dépendance de 5 ans de vie, si séparation et à retrait de séjour. Donc, une personne qui arrive chez nous, qui est sous carte A ou sous carte F, qu'est-ce qu'on va se poser comme question? C'est quelle forme de victime est-elle victime, de quelle forme de violence est-elle victime? Quel type de séjour elle a? La nationalité du conjoint. Et là, on peut voir si elle rentre dans les clauses de protection, alors on fait une demande de maintien de séjour auprès de l'Office des étrangers. Ou donc pour demander un séjour autonome. Ou si la personne ne rentre pas du tout dans cette clause de protection, on essaie de voir s'il n'y aurait pas moyen de faire un changement de statut, permis unique, ou également une demande de régularisation, où typiquement, ça peut être une dame guinéenne victime de violence, voire également si elle a un enfant
une petite fille, on peut demander une protection internationale pour l'enfant ou pour madame. Donc, c'est un accompagnement sur mesure. L'accompagnement qu'on propose, on n'est pas du tout dans le jugement. On ne va pas plus vite que la victime. Alors, la première chose qu'on fait, c'est on rassure la personne pour essayer d'établir un lien de confiance. Comme je vous ai dit, elles sont souvent envoyées par des amis, des associations. Il y a cette méfiance au niveau des administrations. Et donc, la première question que nous, on a, c'est, ils nous demandent si on travaille à l'Office des étrangers, avec l'Office des étrangers. Est-ce que les informations qui sont récoltées, dans quelle mesure elles sont partagées avec l'Office des étrangers? Donc, avec ma collègue, on essaie vraiment de les rassurer en leur expliquant quel est notre travail et quel type d'information sera partagée avec l'Office des étrangers. Et parfois, un accompagnement, donc on peut avoir une victime qui peut se confier en un rendez-vous. Parfois, il nous faut énormément de rendez-vous pour pouvoir effectivement, comme vous parliez tantôt, tisser ce lien de confiance pour qu'elles puissent se confier à nous, parce que ce sont des personnes qui ont été isolées tellement longtemps, auxquelles on a dit que voilà, si tu parles si tu dénonces, si tu me dénonces auprès d'une association, donc grâce à moi, tu es en Belgique, grâce à moi, tu as eu tes papiers. Donc, si jamais tu oses parler de ce que tu vis à la maison, je peux être au courant et donc toute ta vie dépend de moi. Donc, ce sont des personnes qui ont vécu dans l'isolement, dans la peur, qui ont énormément de difficultés à se confier et aussi qui ont vécu tellement l'horreur que c'est très compliqué pour elles en un rendez-vous de pouvoir nous expliquer ce qu'elles ont vécu. Elles sont aussi souvent dans le déni. Elles se cherchent. Elles ne savent pas à qui faire confiance. À nous de faire en sorte que ce lien se crée pour pouvoir récolter le maximum d'informations possibles. Voilà, on explique également que les informations qui seront récoltées, on n'est pas dans le voyeurisme, même si on est conscient que c'est difficile d'expliquer les faits de violence, mais nous, on aura besoin de plus d'informations pour pouvoir démontrer auprès de l'Office des étrangers que cette personne, monsieur ou madame, ou l'enfant qui est en face de nous, est victime de violence. Donc, on a la récolte des informations, la constitution du dossier et l'intervention auprès de l'Office des étrangers ou demande d'un séjour indépendant où on n'est pas dans le maintien, mais demande, comme je disais, protection internationale, régularisation ou permis unique. On laisse énormément de place à la victime pour s'exprimer. Parce que du moment où on arrive à tisser ce lien, elles ont plus facile à nous expliquer des choses parfois qu'elles n'ont jamais expliquées à personne. Maintenant, moi, je suis limitée, je suis assistante sociale, ma collègue et je, on est limité, nous ne sommes pas psychologues et il n'y a pas de suivi psychologique dans le projet AVEVI. Et quand on sent qu'il y a un besoin de suivi avec l'accord de la victime, on travaille avec un réseau d'associations vers lesquelles on renvoie pour qu'il y ait un suivi plus adapté, étant donné donc le fait qu'on soit limité dans le travail qu'on fait et dans l'écoute qu'on peut offrir à la victime. Alors, il y a également, donc, comme je disais, l'identification du type de violence. Est-ce qu'on est dans de la violence? Souvent, c'est un ensemble de violences. On n'est jamais dans un cas où c'est que de la violence psychologique. C'est vraiment un ensemble de violences. Souvent, c'est beaucoup de violences psychologiques. Mais à côté de ça, il y a de la violence verbale, violence physique, parfois de la violence administrative, violence sexuelle. Et là, on essaie vraiment d'identifier la forme et le type de séjour, carte A, carte F, pour pouvoir constituer le dossier. Coordination auprès des autres associations également. Si la victime a déjà fait appel à d'autres associations, quelle information on peut récolter auprès de ces associations pour pouvoir constituer un dossier solide à pouvoir envoyer à l'Office des étrangers. Donc, je vous parlais également de notre service DIP nationalité. Quand il y a une question de droit familial, pension alimentaire, divorce, on renvoie soit vers le DIP, soit on travaille également aussi avec des avocats spécialisés en droit de la famille qui nous secondent dans ce type de procédure.
Alors, comment prouver la violence? Ça, c'est le plus compliqué, parce que dans la loi, il est dit que lorsqu'on est victime de violence conjugale, qu'on peut demander un maintien de séjour. Maintenant, il faut savoir que dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que au plus ce que nous, on a remarqué depuis la mise en place du projet en 2018, c'est qu'au plus la violence est grave, au plus la personne a de preuves, au plus on a de chances de maintien de séjour. Donc, la demande de maintien de séjour, ce n'est pas un droit, comme peut l'être le regroupement familial pour l'ouverture. Donc, on sent qu'il y a violence, on constitue les dossiers, on fait une demande auprès de l'Office des étrangers pour prouver les violences et demander un maintien de séjour. Il n'y a pas de délai, malheureusement. Donc, ce qui fait que la personne, à un moment donné, donc, elle reste avec son titre de séjour quand on fait ce type de maintien de séjour. Mais on ne sait pas, étant donné qu'il n'y a pas de délai, ben, on reste dans un stress permanent, tant pour la victime que pour nous, parce que tu nous poses tout le temps la question à savoir mais où en est le dossier. Mais comme il n'y a pas de délai, ça crée également un stress supplémentaire, tant pour les victimes que pour nous qui les accompagnons. Une situation d'insécurité juridique, comme on le dit souvent, parce que voilà, nous, ce qu'on fait dans ce cas-là, on contacte avec ma collègue une fois par mois, on contacte l'Office des étrangers parce qu'on a répertorié toutes les demandes de maintien de séjour qu'on a envoyées. Une fois par mois, on essaie de réactiver la demande, de contacter l'Office pour savoir où en est la demande. Alors, nécessité d'un ensemble d'éléments. Euh, il n'y a pas, donc Christine nous parlait du circulaire de 2023. Certes, il y a une liste de documents, mais c'est vraiment au cas par cas. Quand on n'est que dans la violence psychologique qui est excessivement difficile à prouver, ben, ici, on va demander des attestations de psychologues. On va également demander de privilégier à la victime les échanges de SMS pour pouvoir démontrer qu'effectivement, il y a violence. On va également demander des témoignages quand c'est possible, mais il faut savoir que souvent les gens ont peur parce qu'ils ont peur, ils pensent que l'Office va contacter, si l'auteur est au courant, l'Office pourrait contacter l'auteur pour lui signifier, mais ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, témoignages, certificats, mais bon, c'est assez compliqué. Attestation de psychologue, et si la personne a déjà fait appel à des associations, ben on peut demander également une attestation d'association disant que cette personne les a contactés dans le cadre d'une situation de violence conjugale. Importance de déposer un maximum de preuves. Donc, comme je le disais, le maximum de preuves possibles, même si ce n'est pas répertorié dans la circulaire de 2023, on essaie vraiment d'avoir le maximum d'éléments possibles pour pouvoir démontrer auprès de l'Office des étrangers qu'on est dans un cas de violence conjugale. Le droit d'être entendu. Comme le disait Christine aujourd'hui, ce matin, il faut savoir que lorsqu'une personne est victime de violence et qu'elle part de chez elle, le séjour ne se retire pas du jour au lendemain. On a souvent cette question. Maintenant que je suis partie, est-ce que je vais être convoquée pour me retirer le séjour? Non. L'Office doit envoyer un droit d'être entendu. C'est une obligation. Et ce droit d'être entendu, souvent, est de 15 jours. C'est assez court pour constituer un dossier. Parfois, on a déjà vu des droits d'être entendus exceptionnellement, on a vu de 3 mois, mais vraiment, c'était le seul cas. Mais ça peut aller aussi à 1 mois. Donc, c'est 15 jours, mais parfois, il faut être attentif à ce qui est mis dans le fameux droit d'être entendu qui sera envoyé à la personne pour pouvoir faire valoir les éléments qui prouvent qu'elle est victime de violences conjugales. Dans la majorité des cas, c'est des rapports médicaux, des attestations de psy, des PV de police, très importants. Lorsque les victimes décident d'aller porter plainte, il faut demander qu'il y ait une audition. Pourquoi? Parce que souvent, il est arrivé que les victimes, déjà qu'elles ont peur d'aller porter plainte, il arrive que quand c'est le cas, moi je les accompagne afin qu'elles puissent porter plainte. Il y a cette méfiance. Et quand elles portent plainte et quand elles auront le courage d'aller porter plainte, soit malheureusement c'est un simple PV qui est donné sans qui est audition, et nous on aura besoin de cette audition où parfois il y a plus de détails donnés dans cette audition qu'on peut joindre au dossier. Et aussi il y a, je trouve que
grâce à cette audition et à le fait que la victime est reconnue en tant que victime, elle peut parler, elle peut refaire confiance et donner le maximum d'éléments ou d'informations qu'elle n'a peut-être pas pu nous donner lors de nos permanences. Donc, très important, si vous voyez qu'une victime a du mal à aller porter plainte, et peut-être n'hésitez pas à l'accompagner et insister sur le fait qu'il y ait cette audition qui soit faite. Collecter les preuves d'intégration, si la personne a suivi une formation. Donc, on parlait tantôt des conditions de ressources. Avant, en plus d'être victime de violences intrafamiliales, conjugales, on devait démontrer qu'on avait des revenus, ce qui a été supprimé, c'est une bonne chose. Mais la condition n'est plus dans la loi, enfin, elle existe dans la loi, mais elle n'est plus applicable. Mais n'hésitez pas, si c'est une personne qui travaille, qui a des revenus, n'hésitez quand même pas à mettre dans le dossier qu'elle travaille. On sent que dans les dossiers, même s'il n'y a plus cette condition, mais on sent que dans les dossiers où on sent que la personne travaille, donc ils se disent elle ne va pas tomber au CPS, ça donne un poids au dossier. Donc ne vous dites pas il n'y a plus cette condition, on ne le met pas dans le dossier. N'hésitez surtout pas à faire valoriser le fait que la personne travaille, qu'elle a suivi des cours d'intégration, même du bénévolat. C'est très important de démontrer que cette personne, malgré la situation de vulnérabilité difficile qu'elle vit, essaye quand même de se bouger et fait de son mieux pour pouvoir suivre une formation au travail. Alors, le récit de vie, c'est très compliqué parce que parfois, on a des récits qui sont très difficiles à avoir et on est dans l'urgence, mais on ne peut pas mettre de pression parce que quand elles leur mettre la pression, c'est les pousser à se fermer. Elles ont déjà du mal à aller vers des associations, des services comme le nôtre, et lorsqu'elles se présentent, même si vous parliez de ça tantôt, qu'on est parfois dans le rush et qu'on doit vite faire notre travail et que nous, on sent qu'il y a une urgence, mais il faut quand même laisser le temps à la victime de pouvoir déposer ce qu'elle a à déposer et pouvoir faire ce récit. Donc, si ça doit attendre, sauf, voilà, on va au rythme de la personne, même si on est là. C'est un accompagnement au rythme de la victime. Donc, je vous ai parlé des rapports médicaux, attestations, plaintes, des auditions et également la mise en sécurité qui est très importante. Donc, ici, on a parlé de plainte, mais il faut savoir aussi à quel moment, si c'est une victime qui n'a pas encore porté plainte et qu'on pense que le fait de porter plainte avec l'accord de la victime pourrait être en plus dans son dossier PV, mais il faut savoir à quel moment déposer cette plainte, parce que si la victime vit encore avec l'auteur et que vous portez plainte, même si ça prend un peu de temps, mais l'auteur va être informé du fait que la victime a porté plainte. Si la victime vit encore avec l'auteur, on essaie à vouloir bien faire, on ne fera qu'aggraver la situation. Donc, nous, on conseille d'abord de mettre la victime en sécurité si c'est possible, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les places d'accueil sont chargées. C'est extrêmement compliqué de trouver une place dans une maison d'accueil, dans un centre d'hébergement, même si nous, on travaille en partenariat, mais c'est extrêmement compliqué. Mais ne vous dites pas tout de suite ne demandez pas tout de suite à une victime d'aller directement porter plainte s'il n'y a pas cette mise en sécurité. Alors, le courrier, donc, dans un cas de maintien, donc, où on est dans une situation où madame ou monsieur a une carte A ou une carte F, on n'est pas encore dans les 5 ans, il y a séparation. On a récolté des informations, on a récolté également les preuves de violence. On va rédiger ce courrier pour l'envoyer à l'Office des étrangers. Donc, nous, on va mettre dans ce courrier toutes les informations qu'on a eues de la victime. Et on va également inviter la victime à venir relire avec nous ce courrier pour être sûr qu'on n'a pas omis d'informations ou qu'on n'a pas mis d'informations avec lesquelles elle n'est pas d'accord. Une fois qu'on a son accord, elle signe le courrier et avec les preuves qu'on a en notre possession, on l'envoie à l'Office des étrangers. Alors, il faut également faire très attention à quel moment envoyer ce courrier de maintien de séjour. C'est très important. L'Office des étrangers demande aux victimes d'être proactifs, que dès qu'ils quittent le domicile conjugal, d'informer l'Office. OK, c'est très bien.
mais dans une situation où monsieur ou madame est victime de violence, elle est en Belgique depuis 4 ans, ou 4 ans, 6 mois, il lui reste 6 mois pour avoir 5 ans de séjour. Parce qu'après 5 ans, et la personne, si elle a un titre de séjour illimité, carte F+, ou carte B, même si elle part du domicile conjugal, il n'y a plus ce risque de retrait de séjour. Donc, dans ce type de situation où il ne lui reste plus beaucoup de temps pour avoir les 5 ans de séjour, mais qu'on n'a pas beaucoup de preuves de violence, typiquement violence psychologique, ben, il faudrait peut-être se poser la question si c'est opportun d'informer l'office du départ de monsieur ou de madame. Parce que l'office, comment ils savent que la personne n'est plus avec le regroupant, ben, c'est soit il y a une dénonciation, soit la victime est partie de la maison, elle a fait un changement d'adresse à la commune, et là, la commune est informée du fait qu'ils ne vivent plus ensemble, et la commune envoie l'information à l'office. Sinon, l'office, du jour au lendemain, n'est pas au courant qu'ils ne vivent plus ensemble. Il est déjà arrivé que nous, ce qu'on propose à ces victimes, c'est très paradoxal, il y a violence, mais le fait de partir de la maison, parfois, ça peut apaiser les choses. Ou le conjoint, parfois, il y a des conjoints qui se disent, OK, tant que on ne vit pas sous le même toit, ils arrivent à se mettre d'accord, c'est très rare, sur le fait que madame continue à garder son adresse chez le conjoint ou la conjointe. Et là, on attend que les 6 mois passent, parce que pourquoi, si on n'a pas assez de preuves pour prévenir l'Office des étrangers qu'il y a violence et que il y a cet accord entre conjoints que madame ou monsieur peut garder son adresse, pourquoi informer l'office, prendre le risque d'un retrait de séjour alors que la personne a déjà 4 ans ou 4 ans et demi de séjour. Donc, vraiment penser au moment opportun d'informer l'office du départ de la victime du domicile. S'ils arrivent à trouver cet accord, madame ne vit plus avec l'auteur ou monsieur ne vit plus avec l'auteur. Mais ce qui est important, Christine le disait tantôt, c'est alors faire ce qu'on appelle, nous, on propose à la victime de faire une déviation de courrier qui est différent du changement d'adresse. Donc, l'adresse officielle reste toujours chez monsieur ou chez madame, et la personne va se domicilier soit dans un centre d'hébergement qui ne peuvent pas mettre d'adresse chez eux. Et là, on propose à la victime d'aller à la poste et de faire une déviation de courrier. Donc, tous les courriers qui lui seront adressés, la poste va se charger de dévier le courrier et l'envoyer à sa nouvelle adresse sans qu'il y ait un changement d'adresse à la commune, ce qui est très important. Mais c'est indéant, je ne sais plus. On peut le faire soit 3 mois, 6 mois, ça dépend, il faudrait voir avec la poste. C'est très important dans le cas où on a cette personne, il y a certes cet accord, mais que du jour au lendemain, l'auteur décide de ne plus respecter cet accord, d'aller dénoncer, d'aller dire à la commune que madame n'habite plus avec ou que monsieur n'habite plus avec. Je vous ai parlé du fameux droit d'être entendu que l'office doit envoyer à la victime avant tout retrait de séjour. Mais pour que cette personne puisse avoir ce droit d'être entendu et pour que nous, on puisse répondre à ce droit d'être entendu, il faut vraiment faire cette déviation de courrier pour ne pas que la victime perde les courriers qui seront très importants dans le suivi de son accompagnement. Donc, l'autonomisation des personnes, c'est la mise au travail. On a également des formations qu'on peut proposer, pas à la DDE, mais avec nos partenaires, actrices. Et on a également des avocats avec lesquels on met en contact également les victimes pour des suivis de dossiers un peu plus compliqués. Donc, je vous ai parlé tantôt du contact régulier qu'on a avec l'Office des étrangers. N'ayant pas de délai, l'Office des étrangers n'étant pas obligé, n'étant pas soumis à un délai de réponse lorsqu'on fait une demande de maintien de séjour. Il y a des demandes qui peuvent prendre 2 ans, il y en a d'autres qui prennent 3 semaines. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait une demande de maintien de séjour, on était assez étonnés. En 3 semaines, madame qui vivait encore avec l'auteur a quand même reçu un avis positif, favorable, et le séjour a été maintenu au bout de 3 semaines.
Il y a des dossiers qu'on a introduits tout au début du projet en 2018 qui ont duré 2 ans. Ben, le point positif, la personne, la victime reste encore, tant qu'il y a la demande qui est en cours, on ne lui retire pas son séjour. Elle continue à vivre avec son séjour et le temps passe. Et si ça se trouve, après 2 ans, s'il n'y a toujours pas de réponse, ben, elle a 5 ans de séjour et là, on ne peut plus lui retirer son titre de séjour. Donc, je vous ai mis ici la liste des organismes de ressources. Donc, il y a le service AVEVI. Vous pouvez toujours nous contacter. On a une adresse mail avevi@adde.be. Si vous avez des questions ou vous avez des suivis dans lesquels vous vous posez des questions, il y a un lien avec le séjour, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail. On vous répondra, mais bon, on a un agenda quand même assez chargé. Ne soyez pas frustrés si on ne vous répond pas dans l'heure QSU, mais soyez rassurés, on vous répond toujours. Donc ici, il y a également la maison d'accueil Porte Ouverte qui est dans la même rue que la DDE, les avocats, les communes, les CPAS, la Poste. Voilà, je vous ai mis quelques conseils ici pour des victimes de violences, prévoir une stratégie pour quitter rapidement la maison si jamais il y a une situation de violence, une explosion. Et nous, ce qu'on fait également, on donne toujours le numéro de la police parce que voilà, on n'est pas ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On leur dit, voilà, il faut contacter la police et si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas donc à contacter la police et pour le reste, à nous contacter pendant nos heures d'ouverture. Voilà.